As-tu déjà regardé des annonces de maisons sur internet et t'es demandé qui diable peut vraiment se permettre ces endroits? Comme tu vois une maison normale de 3 chambres listée à 500 000 et tu penses, comment quelqu'un peut-il payer ça? Ce ne sont pas des manoirs. Elles ne sont pas dans des quartiers ultra luxueux. Ce sont juste des maisons régulières. Et d'une manière ou d'une autre, il y a assez de gens qui les achètent pour garder les prix en hausse. Alors, qui sont ces gens et combien doivent-ils vraiment gagner? Il s'avère que les mathématiques elles sont absolument brutales. Et quand tu les décomposes vraiment, tu réalises que la plupart des gens qui achètent des maisons dans cette gamme ne peuvent pas vraiment se les permettre. Ils s'étirent au-delà de ce qui est financièrement censé, prennent des risques massifs et se préparent pour un stress financier qui pourrait durer des décennies. Mais personne ne te dit ça quand tu regardes ces jolies photos sur Zillow. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à calculer exactement combien tu dois gagner pour te permettre vraiment les choses que les gens disent que tu peux te permettre. Si tu veux comprendre les vraies mathématiques d'acheter une maison de 500 000 en 2026, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans les chiffres spécifiques qui vont probablement te faire reconsidérer toute ta stratégie d'achat de maison, laisse-moi définir ce que signifie vraiment se permettre une maison. Parce que la plupart des gens utilisent une définition complètement fausse. Tu ne peux pas te permettre une maison juste parce qu'une banque te donnera un prêt. Les banques approuveront les gens pour des montants qui les laisseront financièrement détruits. Tu ne peux pas non plus te permettre une maison juste parce que tu peux techniquement faire le paiement mensuel. Se permettre vraiment une maison signifie que tu peux l'acheter sans sacrifier d'autres objectifs financiers importants, sans détruire ton fonds d'urgence, sans arrêter les contributions de retraite, sans vivre de paix en paix, stressé par chaque dépense inattendue. Se permettre une maison signifie que c'est une partie confortable d'un plan financier global sain, pas le facteur unique qui domine toutes les autres décisions d'argent. Avec cette définition en tête, parlons de ce que coûte vraiment acheter une maison de 500 000 en 2026. Premièrement, tu as besoin de l'acompte. La sagesse conventionnelle dit 20%, soit 100 000 dollars. Oui, 100 000 dollars en espèces, juste pour entrer. Maintenant, tu peux mettre moins. Tu peux mettre 5 ou 10%. Mais alors tu paies une assurance hypothécaire privée qui ajoute des centaines par mois à ton paiement. Et tu empruntes plus, ce qui signifie un paiement hypothécaire plus élevé. Pour cette analyse, supposons un acompte de 20% parce que c'est ce qu'il faut pour vraiment se permettre la maison sans coût supplémentaire énorme. Donc tu as besoin de 100 000 en espèces. Mais attends, tu as aussi besoin de frais de clôture, typiquement 2 à 5% du prix d'achat. Sur une maison de 500 000, c'est 10 à 25 000 supplémentaires. Disons 15 000 pour être conservateur. Donc nous en sommes à 115 000 en espèces nécessaires juste pour entrer dans la maison. Mais tu ne peux pas dépenser chaque dollar que tu as sur la compte. Tu as encore besoin d'un fonds d'urgence. Au moins 3 à 6 mois de dépenses. Si tu vas acheter une maison de 500 000, tes dépenses mensuelles totales sont probablement au moins 4 000. Donc tu as besoin de 12 à 24 000 en fonds d'urgence en plus de l'acompte. Maintenant, nous en sommes à 127 à 139 000 que tu dois avoir épargné avant même qu'il ait du sens de penser à acheter cette maison. Parlons du paiement mensuel. Une hypothèque de 400 000 à 7% d'intérêt, ce qui est environ où sont les taux maintenant, en 2026, est environ 2660 par mois juste en principal et intérêt. Mais ce n'est pas ton coût total de logement. Tu as aussi des taxes foncières. À la moyenne nationale d'environ 1,2% par an, c'est 6 000 par an ou 500 par mois. Tu as une assurance propriétaire, environ 1500 par an ou 125 par mois. Tu pourrais avoir des frais de HOA, disons 150 par mois en moyenne, et tu dois budgéter pour l'entretien. Environ 1% de la valeur de la maison par an, c'est 5 000 par an ou 417 par mois. Additionne tout. 2660 en hypothèque, 500 en taxes, 125 en assurance, 150 en HOA, 417 en entretien. Ton coût mensuel total de logement est environ 3852, presque 4000 par mois. Maintenant, voici la question à 1 million.
Combien dois-tu gagner pour te permettre 4 000 par mois en coût de logement? La règle traditionnelle est que ton logement ne devrait pas dépasser 28% de ton revenu brut mensuel. C'est ce qu'on appelle le ratio de dépenses de logement. Si tes coûts d'aller de logement sont de 4 000 et c'est 28% de ton revenu brut, alors ton revenu brut mensuel doit être environ 14 286. C'est 171 432 par an. Laisse-moi répéter ça. Pour te permettre confortablement une maison de 500 000 en utilisant les standards de prêt traditionnels, tu dois gagner environ 170 000 par an. Mais attends, ça empire. C'est juste ton ratio de dépenses de logement. Il y a aussi un ratio dette-revenu que les prêteurs regardent. Ta dette mensuelle totale, incluant hypothèque, paiement de voiture, prêts étudiants, carte de crédit, tout, ne devrait pas dépasser 36% de ton revenu brut. Si tes coûts de logement sont déjà de 4 000, ça laisse seulement environ 1 100 supplémentaires pour toutes les autres dettes. Un paiement de voiture de 500 par mois et un prêt étudiant de 300 et tu es déjà à la limite. N'importe quelle autre dette et tu ne qualifies plus. Maintenant, parlons de revenus après impôt, parce que les prêteurs utilisent le revenu brut, mais tu vis sur le revenu net. Si tu gagnes 170 000 par an, après impôts fédéraux, impôts d'État, sécurité sociale et médicale, tu rapportes probablement environ 120 000 ou 10 000 par mois. Tes coûts de logement de 4 000 sont 40% de ton revenu net. Ça te laisse 6 000 pour littéralement tout le reste. Nourriture, transport, services publics, assurance, épargne, divertissement, vêtements, tout. 6 000 semble beaucoup jusqu'à ce que tu commences à le décomposer. Épicerie pour une famille, 500 par mois. 2 paiements de voiture parce que maintenant tu as une maison en banlieue, 800 par mois. Assurance auto, 250. Essence, 300. Service public pour une plus grande maison, 400. Internet et téléphone, 200. Assurance santé si non couverte par l'employeur, 600. Garde d'enfants, si tu as des enfants, 1500. Épiceries diverses et produits ménagers, 200. Divertissement et sortir manger, 400. C'est 5050 avant que tu aies épargné un seul dollar pour la retraite. Il te reste 950 par mois. Pour l'épargne retraite, pour l'épargne d'urgence, pour les vacances, pour les réparations de voitures, pour littéralement tout ce qui tourne mal ou tout ce que tu veux faire au-delà de juste exister. Et c'est en supposant que tu gagnes 170 000 par an. Tu sais combien de gens gagnent ça? Selon les données de l'IRS, seulement environ 10% des ménages américains gagnent 150 000 ou plus. Donc nous parlons d'achats de maisons qui ne sont vraiment abordables que pour le 10e supérieur des revenus. Et pourtant ces maisons se vendent. Constamment. Alors que se passe-t-il vraiment? Voici la vérité. La plupart des gens qui achètent des maisons de 500 000 ne gagnent pas 170 000, ils gagnent 100 à 140 000, peut-être moins, et ils s'étirent financièrement de façon qui les rende vulnérables. Ils mettent 10% d'acompte au lieu de 20. Ils acceptent des paiements hypothécaires qui sont 45 ou 50% de leur revenu net. Ils arrêtent les contributions de retraite temporairement. Ils épuisent l'acquis leur fonds d'urgence pour les frais de clôture. Ils comptent banquant sur les deux revenus sans plan de secours. Ils supposent qu'ils obtiendront des augmentations qui rendront le paiement plus confortable. Ils font des paris financiers massifs et espèrent par que tout fonctionne. Et pour certains ça fonctionne, les valeurs des maisons montent, les revenus augmentent, personne ne perd son emploi, rien d'important ne se casse. Ils s'en sortent. Mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un perd un emploi, une réparation importante frappe, une urgence médicale arrive, ils sont immédiatement en crise financière parce qu'ils n'avaient pas de marge. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe vraiment quand tu achètes une maison que tu peux à peine te permettre versus une que tu peux vraiment te permettre confortablement. Scénario A, tu achètes à la limite. Tu gagnes 120 000 par an. Tu achètes une maison de 500 000 avec 10% d'acompte. Ton paiement hypothécaire est environ 3 000.
Plus taxes, assurance, entretien, tu es à 4200 par mois en coût de logement. C'est 60% de ton revenu net. Il te reste 3300 pour tout le reste. Tu es tendu chaque mois. Tu ne peux pas épargner adéquatement pour la retraite. Ton fonds d'urgence est perpétuellement bas. Tu es stressé par chaque dépense inattendue. Et tu es piégé. Tu ne peux pas vendre facilement parce que les coûts de transaction sont énormes. Tu ne peux pas déménager pour un meilleur emploi parce que tu es ancré par la maison. Tu es financièrement piégé pendant des décennies. Scénario B, tu achètes dans tes moyens. Tu gagnes 120 000 par an. Tu achètes une maison de 350 000 avec 20% d'acompte. Ton paiement hypothécaire est environ 1860. Plus taxes, assurance, entretien, tu es à 2900 par mois en coût de logement. C'est 35% de ton revenu net. Il te reste 5500 pour tout le reste. Tu peux confortablement épargner 1500 par mois pour la retraite. Tu as un fonds d'urgence robuste. Les dépenses inattendues sont des inconvénients, pas des crises. Tu as la flexibilité pour changer d'emploi, déménager si nécessaire ou gérer les interruptions de revenus. Tu construis de la richesse tout en vivant confortablement. Lequel de ces scénarios semble une meilleure qualité de vie? Mais voici le problème. Le scénario A est ce que la plupart des gens font parce qu'ils ont été convaincus qu'ils doivent acheter autant que la banque les approuvera. Les agents immobiliers les encouragent. Les prêteurs les approuvent. Leurs amis le font, donc ça doit être bien. Et ils restent piégés dans le stress financier pendant 30 ans. Maintenant, laisse-moi aborder l'argument que certaines personnes font. Gabriel, les valeurs des maisons montent toujours. Acheter autant que tu peux te permettre a du sens, parce que tu construiras du patrimoine grâce à l'appréciation. Et écoute, il y a une certaine vérité historique ici. Les valeurs des maisons ont eu tendance à augmenter sur de longues périodes. Mais voici ce que cet argument ignore. Premièrement, l'appréciation n'est pas garantie. Demande à quelqu'un qui a acheté en 2006, les valeurs peuvent baisser et elles peuvent rester basses pendant des années. Deuxièmement, tu ne peux pas dépenser l'appréciation à moins que tu vendes ou refinances. Les deux ont des coûts de transaction significatifs. Pendant ce temps, tu vis de paix en paix espérant que ton patrimoine dans la maison finira par te sauver. Troisièmement, si tu es tellement étiré que tu ne peux pas épargner pour la retraite, tu sacrifies une croissance d'investissement garantie pour une appréciation de maisons spéculatives. Historiquement, le marché boursier a surpassé l'immobilier significativement. Et quatrièmement, le stress d'être sureffecté a des coûts réels. Pour ta santé, tes relations, ta carrière, posséder une maison ne devrait pas se sentir comme une sentence de prison financière. Parlons de qui achète vraiment des maisons de 500 000, première catégorie, couple à double revenu, où les deux ont des carrières des professionnels. Peut-être qu'ils gagnent 80 000 chacun, revenu combiné de 160 000. Ils peuvent se le permettre en utilisant les standards traditionnels. Mais Ilparine dit que les deux resteront employés. Si l'un perd son emploi ou veut rester à la maison avec des enfants, soudain ils sont en difficulté. Deuxième catégorie, personnes qui ont reçu de l'argent cadeau pour l'acompte de parents ou de famille. Ils n'ont pas eu à l'épargner les 100 000, ce qui signifie qu'ils n'ont probablement pas les habitudes financières ou la discipline qu'il faut pour épargner ce montant. Ils commencent avec du patrimoine, mais potentiellement sans les compétences de gestion financière pour le maintenir. Troisième catégorie, personnes qui ont vendu une maison précédente et utilisent le patrimoine comme acompte. Ils ont l'avantage d'années de patrimoine accumulé. Fréquemment, ce sont des acheteurs plus âgés qui améliorent. Quatrième catégorie, personnes dans des industries à très haut revenu. Technologie, finance, médecine, droit. Peut-être qu'ils n'ont que 30 ans, mais gagnent 250 000. Ils peuvent se le permettre confortablement. Mais ils représentent un petit pourcentage d'acheteurs. Et cinquième catégorie, personnes étirées financièrement, mettant 10% ou moins d'acompte, dépensant 50% ou plus de revenus en logement, supposant que tout ira bien. C'est probablement le groupe le plus grand, et le groupe avec le plus de risques. Maintenant, voici ce que personne ne te dit
sur acheter une maison que tu peux à peine te permettre. Ce n'est pas juste le paiement mensuel, c'est tous les coûts cachés qui te frappent après avoir emménagé. La climatisation meurt. C'est 6 000. Le toit a besoin d'être remplacé. 15 à 30 000. Le chauffe-eau se casse. 2 000. La plomberie a besoin de travail. 5 000. Les appareils meurent et ont besoin d'être remplacés. 3 à 5 000. L'aménagement paysager a besoin de travail. 2 000. Tu as besoin de meubles pour les espaces plus grands. 10 000. Tu as besoin de tondeuses à gazon, outils, équipements. 2 000. Pendant les 5 premières années de propriété, tu peux facilement dépenser 50 à 70 000 de plus au-delà de ton hypothèque juste pour ces choses. Si tu as acheté à la limite de ton budget, d'où vient cet argent? Carte de crédit? Prêt? Sacrifier d'autres objectifs? Voici mon opinion finale sur tout ça. Une maison de 500 000 nécessite environ 170 000 en revenus annuels pour vraiment se la permettre confortablement. Ouais, ça te met dans les 10% supérieurs des revenus. Si tu gagnes moins que ça ne signifie pas que tu ne peux pas acheter la maison. Ça signifie que tu fais des compromis. Peut-être que c'est mettre moins d'acompte et payer une assurance hypothécaire. Peut-être que c'est dépenser un pourcentage plus élevé de revenus en logement. Peut-être que c'est sacrifier l'épargne retraite temporairement. Peut-être que c'est compter sur 2 revenus restants stables. Ceux-ci peuvent être des compromis raisonnables selon ta situation. Mais tu dois les faire intentionnellement, en comprenant les risques, pas juste parce que un prêteur t'a approuvé ou parce que tout le monde le fait. Personnellement, je crois que la plupart des gens seraient mieux d'acheter significativement moins de maisons que ce qu'ils peuvent techniquement se permettre. Achète la maison de 350 000 au lieu de 500 000 ou celle de 250 000 au lieu de 350. Donne-toi une marge financière, construis de la richesse en investissement en plus du patrimoine de la maison et la flexibilité pour gérer les interruptions de vie. Vis avec moins de stress, parce que voici la vérité brutale que l'industrie immobilière ne veut pas que tu comprennes. Une plus grande maison ne te rend pas plus heureux. En fait, ça fait fréquemment l'opposé parce que ça t'ancre avec un stress financier massif. La maison plus modeste qui te laisse de l'espace pour respirer financièrement te rendra plus heureux que la maison de rêve qui te garde éveillé la nuit à t'inquiéter de l'argent. Si cette vidéo a changé comment tu penses, à combien de maisons tu peux te permettre, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires combien tu gagnes et combien tu crois pouvoir vraiment te permettre de dépenser pour une maison. On se voit dans la prochaine.